Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. La Chine accuse les États-Unis de provocation militaire grave. Cela intervient après que 2 bombardiers américains B-52 ont survolé le territoire chinois en mer de Chine méridionale le 10 décembre. Un porte-parole du ministère, Hong Lei, a déclaré samedi que l'armée chinoise a observé les mouvements des avions militaires américains et a émis des mises en garde contre ceux-ci, les enjoignant de quitter le territoire chinois. Hong Lei dit que la Chine a solennellement condamné cette violation de son espace aérien et les États-Unis ont promis une enquête. Le ministère chinois de la Défense a déclaré que les États-Unis font délibérément monter les tensions et que la Chine s'oppose fermement à toute violation du droit international et au sapement de sa souveraineté et de ses intérêts sécuritaires sous le prétexte de la liberté de navigation et de survol, toute liberté que la Chine respecte par ailleurs. Le ministère a demandé à Washington de réfléchir et de corriger ses erreurs et de prendre des mesures immédiates pour empêcher que de tels incidents, qui nuisent à la paix et à la stabilité régionale, ne se reproduisent afin de protéger les relations sino-américaines. Le ministère a aussi réitéré ses déclarations selon lesquelles il prendra toutes mesures nécessaires pour protéger la souveraineté de la Chine. Nous poursuivons avec les dernières nouvelles concernant le glissement de terrain à Shenzhen dans la province de Guangdong au sud de la Chine. Au moins 7 personnes coincées dans les décombres des bâtiments ont été secourues et il y a un blessé parmi elles. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours. Le glissement de terrain est survenu dimanche à 11h40 heure de Beijing et a provoqué l'effondrement de quelques 20 bâtiments, y compris 2 dortoirs dans un parc industriel qui couvre une superficie de plus de 100 000 mètres carrés. La police a indiqué que la plupart des personnes ont pu échapper à la catastrophe. Plus de 600 policiers ont été envoyés sur place pour des opérations de secours. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l'arrivée des opérations. Les accords de libre-échange entre d'une part la Chine et la Corée du Sud et d'autre part la Chine et l'Australie entrent en application aujourd'hui. Selon ces accords, dans chaque cas, les deux parties réduiront les droits de douane sur certains produits échangés. L'objectif à terme est d'éliminer tous les droits de douane. Nombre d'entre eux seront supprimés pour la première fois aujourd'hui et d'autres seront réduits dans moins de 2 semaines. Les discussions sur un accord de libre-échange entre la Chine et la Corée du Sud ont débuté en mai 2012 et l'accord final a pris 3 ans pour être finalisé. Les pourparlers entre la Chine et l'Australie ont pris plus de 10 ans et un accord a finalement été signé en juin de cette année. Les 2 accords couvrent des champs variés, comprenant les biens, les services et les investissements. Et les experts disent que les 2 accords de libre-échange fourniront des opportunités de faire progresser les partenariats de coopération. Les accords de libre-échange Chine-Corée du Sud et Chine-Australie sont des avancées significatives dans la mise en place de zones de libre-échange. Ils sont hautement libéralisés et couvrent une large gamme de domaines, comprenant le commerce traditionnel de biens et de services, ainsi que les investissements et les règles. Dans le même temps, la Corée du Sud et l'Australie sont 2 économies importantes et les accords de libre-échange avec elles sont plus étendus que jamais auparavant. Selon l'accord de libre-échange, les 2 parties vont éliminer les droits de douane et enlever les barrières au commerce et à l'investissement. Cela aidera la Chine à exporter en Corée du Sud et aidera les compagnies sud-coréennes à accroître leurs exportations vers la Chine afin d'augmenter le volume du commerce bilatéral. La Thaïlande et la Chine ont lancé un plan ferroviaire, ce qui marque le début de la coopération bilatérale pour développer la première ligne de chemin de fer thaïlandais à écartement standard. Une cérémonie de lancement a été organisée à la gare de Chiang Rai Noi dans la province d'Ayutthaya, au centre de la Thaïlande. C'est là que le futur centre de contrôle des opérations du projet ferroviaire sera situé. Les 2 parties collaborent pour construire une ligne ferroviaire à moyenne vitesse. Celle-ci utilisera un écartement standard de 1,435 mètres avec des trains roulant à la vitesse maximale de 160 à 180 km/h. La ligne de 845 km reliera la capitale thaïlandaise Bangkok à la ville septentrionale de Nong Khai près du Laos. Ning Phu-Quy, l'ambassadeur chinois en Thaïlande, s'était exprimé auparavant sur le projet ferroviaire des 2 pays et a dit que la Chine est ouverte et désireuse d'une coopération profonde avec la Thaïlande.
En construisant la ligne ferroviaire, la Chine est complètement ouverte à la Thaïlande en termes de partage de nos technologies ferroviaires et de nos expériences de gestion opérationnelle. Nous allons transmettre sans réserve à la Thaïlande nos technologies et nos expériences pratiques de gestion. Nous allons aider à former sur le terrain les talents thaïlandais et allons considérer activement l'implication de sous-traitants locaux qualifiés dans la construction de la ligne ferroviaire. La Chine est le premier partenaire commercial de la Corée du Sud et la Corée du Sud est pour la Chine le troisième plus important partenaire commercial. L'accord de libre-échange ne va pas seulement réduire le prix des biens importés ou exportés, mais va aussi créer des opportunités pour les deux pays voisins. Les robots chinois sont plus modernes et maintenant ils sont moins chers. Ces jouets robots sont arrivés en Corée du Sud ce matin et sont devenus les premiers produits exemptés de taxes grâce à l'accord de libre-échange. La disparition des taxes douanières représente 10% du prix final pour les consommateurs sud-coréens. La disparition des tarifs douaniers va nous permettre d'avoir un avantage sur les prix sur le marché sud-coréen et donc d'augmenter notre part de marché dans le pays. Les consommateurs bénéficient aussi de l'accord de libre-échange. Dans la province du Shandong, une usine de fertilisants importe du sulfure liquéfié du Japon et de Corée du Sud. Mais depuis la mise en place de l'accord de libre-échange, l'entreprise a ajusté la répartition de ses achats. Lorsque l'accord prendra effet, le sulfure sud-coréen sera bien moins cher que celui du Japon. En prenant en compte le coût d'achat, c'est le sulfure sud-coréen que nous achèterons. Des produits moins chers et plus d'opportunités pour les deux pays. L'accord devrait agir comme un moteur de croissance pour les deux pays, renforçant encore davantage la coopération économique et commerciale qui les lie. Après l'application de l'accord de libre-échange Chine-Corée du Sud, il y aura plus de coopération pour la modernisation industrielle, ce qui signifie que certains secteurs industriels vont devenir des industries de pointe, TIC et soins médicaux compris. D'ici 20 jours après la mise en application de l'accord, 90% des biens commercés entre les deux pays voisins seront exemptés de taxes. Ce qui signifie que d'ici 2016, un volume d'échange évalué à 46 milliards de dollars américains sera exempté de droits de douane. Cette semaine, la conférence de centrale de travail pour l'économie de Chine se tient à Beijing afin d'établir un programme économique national pour l'année à venir. Le ralentissement de l'économie chinoise et la restructuration des économies régionales sont autant de thèmes clés qui seront abordés lors de la rencontre afin de venir en aide à certaines régions telles que le nord-est du pays qui connaît actuellement de grandes difficultés. C'est peut-être le bâtiment le plus haut de Shenyang. Construit pour devenir un centre commercial, il est aujourd'hui dépourvu d'activité. La croissance du PIB du Liaoning a été la plus basse de tout le pays depuis le début de l'année. Les nombres en disent long sur le moral de la région. Je pense que des mesures visant à stimuler la consommation devraient être imposées. La façon dont les gens pensent par ici est à la traîne par rapport au reste du pays. Afin de comprendre la situation, nous nous sommes tournés vers un expert en économie. Dans le secteur de la vente au détail, les boutiques continuent d'ouvrir, mais elles proposent toutes les mêmes biens et services. Il y en a très peu qui arrivent à se démarquer. Dans le secteur manufacturier, plusieurs problèmes s'imposent. Tandis que l'économie du reste du pays s'est équilibrée au point que le secteur des services contribue plus au PIB que le secteur manufacturier, le Nord-Est a pris une direction opposée. La plupart des fabricants de la région dépendent de technologies étrangères. C'est le cas du partenariat commercial avec BMW. La priorité a ici été donnée aux profits à court terme plutôt qu'à l'innovation. L'entreprise tente aujourd'hui de s'écarter de cette stratégie qui consiste à modifier et à relancer des variantes d'anciens modèles étrangers qui ne sont plus en production. Elle cherche aujourd'hui à produire son propre modèle de V3. La direction espère qu'il n'est pas trop tard pour opérer la transition. Maintenant que nous nous sommes rendus compte du manque de spécificité des modèles que nous avons auparavant conçus, nous nous concentrons désormais sur la construction d'une marque plutôt que sur la construction d'une voiture.
Alors que l'industrie traditionnelle et que le modèle lié à l'investissement décline, de nouveaux modes de croissance doivent émerger. Il faut promouvoir les entreprises privées et créer un environnement où l'accès aux fonds est facilité et sujet à moins de restrictions. Un environnement où l'administration est efficace. Il est vrai que l'intervention du gouvernement et les investissements publics ont grandement contribué à la création de la structure industrielle de la région dans les années 50. La question est maintenant de savoir à quel point il sera difficile pour la région de se départir du passé et de fondamentalement repenser son futur. Un épais smog a fait sa réapparition au-dessus du nord de la Chine. Selon les autorités météorologiques du pays, il recouvrira les provinces et municipalités du nord, dont Beijing, Tianjin, le Hebei, le Henan et le Shandong. Il s'agit du troisième smog de ce mois. Vendredi, 12 villes de la région ont lancé des alertes d'urgence à la pollution élevée. La capitale chinoise a dû publier sa seconde alerte rouge à la pollution, le plus haut niveau d'alerte au smog, 2 semaines à peine après la première. L'alerte a pris effet samedi et devrait se prolonger 90 heures jusqu'à mercredi. Les habitants devront donc passer un nouveau week-end dans la grisaille et la brume. Selon les prévisions, la concentration de polluants dans l'air passera à des niveaux de pollution sévères samedi midi et dans la soirée. La pollution de l'air continuera jusqu'à mardi et la quantité de l'air devrait s'améliorer à partir de mercredi matin. Mais cette fois-ci, le smog ne devrait pas être aussi fort que la dernière fois. La circulation alternée et les restrictions portant sur les plaques d'immatriculation sont toujours en place. Les écoles se sont vues conseiller d'annuler les cours, tandis qu'il a été demandé l'arrêt des opérations industrielles. L'alerte au smog a été diffusée pour le public 24 heures en avance. Nous avons publié une alerte rouge 24 heures en avance. Le lancement des mesures de précaution sont utiles pour prévenir les usines de réduire leurs émissions avant que n'arrive la pollution. Cela donne également aux unités compétentes le temps d'effectuer leurs préparatifs. Suite à l'alerte, les habitants ont commencé à porter les masques avant que n'arrive le smog. Nombre d'entre eux approuvent le fait que l'alerte ait été lancée très tôt cette fois-ci. C'est très bien car nous pouvons voir les alertes et les rappels sur nos téléphones portables et nous pouvons nous préparer en avance pour prendre des mesures de protection. Je suis d'accord avec ces alertes en avance qui permettent au moins de s'y préparer dans notre tête. Les alertes régulières permettront également aux gens de faire davantage attention à la protection de l'environnement. Selon les autorités météorologiques, davantage de journées de brouillard polluant sont attendues en raison des températures élevées pour la saison et au manque de neige cet hiver. Si les mesures de précaution sont utiles pour alléger la pollution de l'air, la manière d'éradiquer ce smog demeure la question essentielle, nécessitant des solutions rapides. À Beijing, la forte pollution fait le bonheur des constructeurs chinois de voitures électriques. Depuis longtemps, la capitale chinoise applique des restrictions aux véhicules autorisés à circuler sur les routes. Au cours d'un récent pic de pollution, la ville avait également imposé la circulation alternée un jour sur 2 aux véhicules à essence. Cependant, les véhicules électriques sont libres de circuler tous les jours, une mesure qui suscite un intérêt grandissant. Propre, silencieux et capable d'atteindre rapidement la vitesse nécessaire. Voilà quelques-uns des avantages des véhicules électriques. Mais dans la capitale chinoise envahie par le smog, le meilleur argument de vente reste la liberté. Pour un montant inférieur à 120 000 yuan, soit 20 000 $, Chen Lao a acheté sa voiture électrique le mois dernier. Les 90 000 yuan supplémentaires permettant de finaliser l'achat ont été subventionnés par le gouvernement. Il n'y a pas de restriction, vraiment pas. Tous les jours, je dois prendre mes enfants à l'école, c'est donc très important. Je n'ai pas à me soucier de savoir quels sont les numéros de plaques d'immatriculation qui sont autorisés sur la route. À Beijing, les ventes de ce type de véhicules connaissent une croissance impressionnante. Cette concession, propriété de Beijing Electric Vehicle Corporation, a ouvert il y a 2 mois seulement. Lors de la seule journée d'ouverture, 154 modèles ont été vendus. L'intérêt pour ce moyen de transport ne montre aucun signe d'essoufflement. Dans notre concession, en comparaison avec le mois précédent, les demandes d'information ont augmenté de 300% ce mois-ci.
Il y a encore 6 mois, nul n'aurait pu prévoir un tel enthousiasme. À ce jour et en moins de 2 mois, depuis que nous avons ouvert, nous avons enregistré 660 commandes. En plus des achats individuels, le gouvernement tente de promouvoir l'utilisation de voitures électriques en subventionnant les stations de recharge. De telles incitations sont nécessaires. Cependant, les constructeurs de véhicules électriques ont encore du travail avant de convaincre les conducteurs les plus sceptiques. Je penche plutôt pour une voiture essence, c'est plus facile pour faire le plein. Je n'aurai pas à me soucier de son autonomie. Pour moi, le premier problème des voitures électriques, c'est leur autonomie. Un argument qui ne semble pas préoccuper Chen Lao. Je pense qu'avec l'amélioration technique, une autonomie plus grande ne tardera pas. Les choses ne peuvent que se perfectionner. Chen Lao déclare aimer sa voiture. Il espère qu'ils seront plus nombreux à partager son opinion. De nombreuses personnes ont d'ores et déjà pris leur billet en prévision du pic des transports pour la prochaine fête du printemps. Mais à Shanghai, des membres du Conseil des consommateurs ont déclaré avoir connu certains problèmes concernant la réservation de billets d'avion en ligne. Le Conseil des consommateurs de Shanghai a déclaré avoir remarqué que certaines agences de voyage en ligne, comme Ctrip et Qunar.com, proposaient de mauvaises politiques de remboursement ou publiaient des informations trompeuses à propos de leurs rabais. Certaines n'offrant pas de détails pour les remboursements sur leur page internet. Selon un agent d'un service client d'un site internet, certains acheteurs ne peuvent obtenir qu'un remboursement de 50 yuan pour un billet d'une valeur d'environ 600 yuan. Selon les compagnies aériennes, ce remboursement devrait se monter à plus de 100 yuan. Le gérant du site affirme que la différence est due au fait que chaque compagnie aérienne propose une politique de remboursement différente. Étant donné que nous ignorons les conditions spécifiques pour le remboursement pour certains billets, nous proposons aux acheteurs de vérifier directement avec la compagnie aérienne. Il arrive également que les agences de billetterie en ligne demandent aux clients d'acheter des services supplémentaires, tels que des services pour venir les chercher à l'aéroport ou des réservations d'hôtels, afin de bénéficier de rabais. Jusqu'à maintenant, le Conseil aurait reçu plus de 7800 plaintes, se rapportant à l'achat de billets d'avion, une hausse de plus de 60% par rapport à l'année dernière. Selon un avocat, de telles pratiques sont illégales. Si les sites internet continuent de proposer des conditions qui ignorent les droits des consommateurs, de telles conditions peuvent être considérées comme invalides au regard des lois contractuelles, étant donné qu'elles empêchent le droit d'une personne à choisir en toute connaissance de cause. Dans ces cas-là, les consommateurs peuvent obtenir un remboursement, mais cela nécessite beaucoup d'efforts. Le Conseil des consommateurs a annoncé qu'il transmettrait ce qu'il a trouvé aux responsables de l'industrie et du commerce, ainsi qu'aux autorités de l'aviation civile, afin d'approfondir l'enquête. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur CCTV français.